Nous sommes absolument ravis d'accueillir aujourd'hui Emanuele Coccia dans le cadre des conférences autour de l'exposition Crash Test. Et c'est bien entendu son dernier ouvrage sur la vie des plantes qui nous a beaucoup inspiré en fait aussi pour la préparation de cette exposition. Une métaphysique du mélange, comme il l'a sous-titré, qui est un livre qui, à mon sens, est extraordinairement fort et novateur, en fait, je pense. C'est un des livres de philosophie que j'ai personnellement lu ces dernières années qui m'a le plus bouleversé, dans le sens où le point de vue pris par Emanuele Coccia dans ce livre, le point de vue du végétal, de la racine, de la feuille, de la fleur, pour aborder la question de la philosophie comme atmosphère et comme souffle, me semble une piste extraordinairement nouvelle et originale. Alors, ce n'est pas exactement de ça qu'il va nous parler aujourd'hui, je le sais, mais il était important de rappeler tout simplement à quel point son œuvre se raccorde justement aux thématiques qui sont développées dans l'exposition Crash Test. Et je vais lui laisser la parole pour développer d'autres problématiques. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous m'attendez? Ça marche? Ouais. Merci beaucoup, Nicolas, pour la présentation si généreuse et merci pour l'invitation. Je suis très, très heureux et très honoré d'être ici. Tout d'abord parce que j'ai une admiration immense pour les travaux de Nicolas et ensuite parce que je viens de voir, de découvrir l'exposition qui me semble l'une des expositions les plus importantes et intéressantes des dernières années, qui, comme souvent dans les cas de Nicolas, arrive à nommer et à donner un nom en fait, à quelque chose qui concerne pas que l'art, mais notre société, notre manière d'être au monde et l'horizon qui vient de s'ouvrir face à nous. Donc, comme Nicolas l'a anticipé, je vais vous présenter aujourd'hui, plutôt que revenir sur encore sur les livres, je vais vous présenter quelques recherches en cours qui prolongent un peu quelques intuitions du livre et qui, j'espère, pourront aboutir à un autre livre autour de l'idée de métamorphose. Donc on n'est vraiment pas loin. J'étais aussi content en découvrant l'exposition de voir à quel point on n'est pas loin, je ne suis pas loin de ce que les artistes ont essayé de penser avec leurs œuvres ici. Donc je commence. Malgré tout, nous n'arrivons pas à nous libérer de l'obsession pour une maison. Nous n'arrivons pas à nous libérer de l'amour pour des espaces bien ordonnés, propres, qui sont à nous, exclusivement à nous et pas à d'autres. Nous n'arrivons pas à nous libérer de l'amour pour les frontières claires, pour l'opposition entre un espace intérieur et un espace extérieur. Nous continuons à préférer l'intérieur, la grotte, les entrailles de la terre, à l'exposition au soleil, au vent, à la pluie. Nous n'arrivons pas à nous libérer de l'idée qu'il y aurait un espace naturel, non artificiel, où la relation s'est faite sans effort et d'un lien naturel avec l'espace. Nous n'arrivons jamais à nous libérer de l'idée qu'il y ait un lieu où nous ne sommes pas exposés au danger, où nous sommes naturellement protégés. Mais surtout, nous n'arriverons jamais à nous libérer de l'illusion que la nature est une immense famille, pacifique, accueillante, où il n'y a que des sœurs, des frères, des pères, d'alliés et pas d'étrangers. Cette obsession pour la maison est quelque chose de beaucoup plus profond de ce que l'on imagine. Elle ne structure pas simplement notre expérience politique. Chacun de nous prétend avoir droit à une maison, et la ville n'est qu'un ensemble de maisons. Elle ne structure pas simplement notre expérience avec les choses. Ce qu'on appelle économie n'est que la tentative de faire coïncider individus et maisons. Elle définit aussi et surtout la manière dans laquelle nous continuons à penser la relation des êtres non humains entre eux et celle qu'il y a entre les vivants et les non-vivants. C'est en effet sur cette idée que l'écologie, dans sa totalité, se base et s'est du moins constituée. Malgré les hauts degrés de technicité, les sciences de la nature ne semblent pas arriver à se libérer d'une nostalgie toute enfantine de l'idée de la nature comme une maison justement naturelle, accueillante, bienveillante. Pour comprendre les racines de ces préjugés, il faut revenir aux origines, au moment non seulement où l'écologie s'est constituée en tant que telle, mais au moment où il a choisi son nom, donc les noms écologie. Pourquoi il a cet étrange nom? C'est en 1866 que les noms écologie apparaissent dans la littérature scientifique.
inventé par un darwiniste allemand connu sous le nom de Ernst Haeckel, dans un ouvrage qui fit date. Les premiers éléments à retenir, c'est que l'écologie est tout d'abord une variation d'un nom plus ancien, celui de économie, ce qui peut étonner. Donc, je cite Haeckel, l'écologie, que l'on pourrait décrire comme la science de l'économie de la nature, une branche de la physiologie qui ne figure même pas dans les manuels, promet à ce titre des résultats particulièrement édifiants et surprenants. Fin de citation. Cette science, dit Haeckel, a pour but, je cite encore, l'étude de l'extrême complexité des rapports mutuels qu'entretiennent tous les organismes vivants dans un même lieu. Donc, l'écologie, il continue, est la science donc des relations des organismes avec les mondes environnants auxquels nous pouvons rattacher toutes les conditions d'existence au sens large. Fin de citation. De ce point de vue, l'idée de l'écologie est celle d'une relation globale, de la science, d'une relation globale, non seulement entre tous les vivants, mais aussi et surtout entre tous les vivants et les non-vivants. Relation qui ne survient pas une fois que les êtres sont déjà constitués, mais au contraire qui en définit la condition des possibilités d'existence. Or, cette relation, ou plutôt cet ensemble de relations, est nommé avec les termes par lesquels de économie animale, dont écologie est une variante. La raison de ce choix est à la fois théorique et surtout historique. D'un point de vue théorique, donc la motivation théorique du choix de l'écologie, c'est-à-dire du choix de l'économie, le présupposé général de la condition de possibilité de l'écologie est la, je cite, limitation des conditions d'existence d'organismes, quelle que soit leur espèce. Pour qu'il y ait de la nature, il faut de la rareté. C'est pour ça qu'il y a une économie de la nature, il y a de la rareté en nature. Une rareté qui est double, une limitation qui est double, tout d'abord géographique, car, je cite, aucun être vivant n'est en mesure de vivre en tout lieu de la Terre. Tous sont cantonnés à une partie du globe, et même pour la très grande majorité d'entre eux, à une surface particulièrement restreinte. Ensuite et surtout, la limitation vient du rapport réciproque entre les organismes, car, il continue Haeckel, chaque espèce d'organisme entretient une relation de dépendance vis-à-vis de nombreux autres qui viennent au même endroit et qui lui sont nuisibles, indifférents et utiles. Fin de citation. Donc, cet ensemble de limitations est ce qui justifie l'idée que la totalité des relations réciproques entre vivants et non-vivants et entre vivants entre eux doit être pensée comme une économie et qu'elle part de Haushalt, de ménage au sens littéral du terme. Donc, la nature est une économie, est un ménage où tout, en étant limité, doit avoir un sens et une fonction et où tout se définit selon un rapport d'utilité. Donc, économie, ici, est à comprendre dans ce sens ancien, dans ce sens de l'Antiquité grecque, au sens étymologique du terme, de science de la maison. Oikos signifie maison. Donc la science de la maison, du domestique, comme opposée à la science du politique. Pour le dire avec Xénophon, l'un des principaux théoriciens de l'économie ancienne, je cite, « Les normes d'économie nous a paru être celui d'une science, et cette science, nous l'avons définie comme celle par laquelle les hommes font prospérer une maison. Une maison est pour nous la même chose que toute espèce de possession, et nous avons appelé possession ce qui pour chacun est utile à la vie. Enfin, les mots utiles, nous l'avons appliqué à tous les objets dont on sait user. » Fin de citation. Donc, l'économie est la science de la maison, c'est-à-dire la science qui permet de tirer des profits de ce qu'on possède, c'est-à-dire le regard sur les réels qui permet à toute chose familier de se définir à travers une utilité. Or, l'économie, dans l'Antiquité, est l'exact opposé de la politique. Donc, une chose importante à tirer, c'est qu'en s'appelant écologie, la science moderne s'oppose radicalement à un regard politique sur la nature. C'est exactement ce que, donc de ce point de vue, c'est l'un des aspects que cette petite digression historique nous permet de tirer. L'écologie n'est pas la voie pour la politisation de la nature, c'est l'obstacle. Si on n'arrive pas à avoir un regard politique sur la nature, c'est parce que l'écologie, par sa même constitution, nous empêche d'arriver à regarder
la nature comme quelque chose de politique. Donc l'économie dans l'Antiquité est l'exact opposé de la politique. Elle s'y oppose exactement comme l'oikos, la maison, la sphère domestique, s'oppose à la sphère de la ville et de l'État. L'opposition est tout d'abord chronologique. La maison est antérieure à la ville car elle concerne l'association relative à la survie biologique et non à ce qui relève de la vie spirituelle. C'est une communauté plus naturelle, plus biologique de la ville, de l'État. Et il s'agit ensuite d'une opposition entre deux formes de gouvernement. Ça, c'est important. Dans l'Antiquité, économie et politique ne s'opposent pas comme dans l'essence de l'absence de gouvernement s'oppose à la présence du gouvernement. Économie et politique, maison et ville, sont deux sphères, deux formes différentes de gouvernement, deux formes différentes de pouvoir. Et sont opposées car dans la maison, il n'y a que de la monarchie, il y a un seul chef, c'est le chef de famille, c'est le père, et tous les esclaves, la femme, les fils, les choses sont exposés au pouvoir du père, alors que, comme dit Aristote, la politique est l'affaire de beaucoup de chefs. Le pouvoir est toujours distribué. Même dans les cas d'une monarchie, il y a toujours plusieurs personnes qui ont ce pouvoir. Autre position, ce qui est dans l'économie, dans la sphère du domestique, il n'y a pas de liberté. C'est pas possible d'avoir de la liberté. Aucun autre membre possède de la liberté, ni la femme, ni les enfants, ni surtout les esclaves. Alors que la ville est l'État, la politique, est censée être l'espace où les pouvoirs doivent rendre possible cette liberté. Autre position importante, c'est que l'économie met sur les mêmes plans, donc la sphère domestique, met sur les mêmes plans choses et personnes. En fait, les gouvernements du chef de famille portent non seulement sur les hommes ou les femmes, comme dans les cas de la ville ou de la politique, ils portent aussi et surtout sur les choses. Et il y a une plan d'indifférence entre choses et personnes qui s'exprime de manière évidente dans les esclaves, qui sont définis dans l'Antiquité, comme vous savez, comme des instruments animés. Et dernière opposition importante, c'est que, à la différence de la ville qui se définit, de l'État, du politique qui se définit à partir de la liberté, dans la maison, tout se définit à partir de l'utilité et de l'ordre. Chacun a sa place et chacun doit avoir son propre utilité. Donc on voit bien quelles sont les conséquences de ce choix épistémologique sur les regards de la nature. Chaque vivant a sa place, sa fonction, ce rôle. Il y a une unité transcendantale jamais remise en question qui permet de considérer l'ensemble des êtres naturels comme une harmonie secrète. Et de ce point de vue, l'écologie n'a pas bougé de 1866 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce choix épistémologique est bien plus ancien car l'origine de cette idée, l'origine du regard économique sur la nature n'est pas hegelienne, elle est bien plus ancienne. Il s'agit d'une idée qui a commencé à devenir systématique grâce à Linné, ou plus exactement à la thèse de doctorat d'un élève de Linné qui s'appelle Piber. Mais à cette époque-là, les thèses de doctorat en fait étaient plus ou moins écrites par les professeurs. On est né dans une mauvaise époque. Donc, ce traité qui s'appelle Sur l'économie de la nature commence par la définition de l'économie de la nature. Et il dit, je cite, par économie de la nature, on entend la très sage disposition des êtres naturels institués par les souverains créateurs, selon laquelle ceux-ci tendent à des fins communes et ont des fonctions réciproques. Donc, quelques remarques, vous pardonnerez, c'est juste quelques minutes, un cœur érudition, après je quitte les rôles de professeur. Disposition, ici, est un synonyme de économie. Donc, le mot disposition en latin, c'est juste un synonyme de économie. Et il s'agit, comme il avoue Linné, du nom technique, du mot technique théologique pour dire providence divine. Donc, parler des natures en termes d'économie signifie tout d'abord dire que les choses naturelles sont créées et disposées par les créateurs et qui donc sont l'objet d'un gouvernement domestique et pas politique. Donc c'est là le point décisif qui a longuement pesé et continue à peser sur les destins de l'écologie contemporaine et qui rend impossible justement sa politisation. Or,
pourquoi tout de même reconnaître que la nature a été créée par Dieu amène à la pensée comme une maison et pas comme un État, comme une grande ville. Il y a une raison théologique profonde qui oblige donc l'ensemble des êtres naturels, mais l'ensemble des êtres créés à être pensés en termes économiques, car dire que Dieu est le créateur du monde signifie justement dire qu'il n'est pas juste le roi, le chef d'État, mais qu'il est aussi le père, donc le chef de famille. Donc dire que Dieu est un créateur signifiait pour un théologien être obligé à dire que le gouvernement du monde n'est pas un gouvernement politique, mais il doit être un gouvernement domestique. Donc Dieu n'est pas juste un chef d'État parce qu'il a créé les mondes, donc il a les mêmes rapports avec les mondes qu'il y a un chef de famille, c'est-à-dire le père. Donc tout dans les mondes doit être pensé comme un élément de la maison. Or, cette chose-là est intéressante tout d'abord pour une raison purement à la fois historique et théorique. Un philosophe italien que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Giorgio Agamben, a démontré il y a quelques ans que ce qu'on appelle capitalisme marchand relève de cette même histoire, c'est-à-dire de cette idée que l'ensemble des artefacts humains est sujet à une espèce de gouvernement automatique et immanent qui est l'économie, justement, et qui relève de cette longue histoire théologique. De ce point de vue, ce qui est intéressant de remarquer, tout d'abord d'un point de vue historique, que écologie et capitalisme sont deux frères jumeaux. Donc ils se combattent, mais ils se combattent comme tous les frères jumeaux le font, par jalousie, non par véritable haine. Ils appartiennent à la même famille, ils défendent les mêmes intérêts. En fait, ils appartiennent au même cadre. Capitalisme et écologie pensent l'ensemble de choses artificielles d'un côté, naturelles de l'autre, comme gouvernées par un ensemble de lois où effectivement tout doit être utile, tout doit se définir en fonction, par des fonctions d'utilité par rapport aux autres. Donc ces parallélismes entre économie des affaires humaines et économie naturelle revient souvent dans les traités de l'époque. Je cite un autre thèse de doctorat d'un élève de Linné, c'est-à-dire un autre texte de Linné. Je cite, « Il a été établi sur notre globe une économie vraiment merveilleuse à partir du nombre infini du corps, tous d'une nécessité absolue, qui laisse voir quelques ressemblances de sorte que tous se suivent tour à tour comme dans une chaîne. En effet, de même que dans notre économie privée, ni la charrue, ni la clôture, ni les tas de fumée ne conviennent comme nourriture ou remède, mais cependant, juste d'une très grande utilité. Ainsi même, dans l'économie de la nature, plusieurs choses ont été préparées qui sont d'une très grande utilité de façon immédiate, bien que cependant, elles ne puissent l'être de façon immédiate. Les hommes comptent leur économie parmi les plus grandes inventions qu'ils ont pu imaginer, mais je veux que tu considères combien est admirable l'économie établie par l'être très sage lui-même. » Fin de citation. Or, au-delà de ces présupposés théoriques, quelles sont les conséquences historiques, quelles sont les conséquences de ce choix? Tout d'abord, dire que la nature est une économie, ou si vous voulez dire que la nature est un fait écologique, signifie affirmer qu'elle est la réalité d'un ordre qui permet de reconnaître à tout élément une fin, une fonction spécifique et une forme d'utilité à la fois absolue et réciproque. Cette union et cette utilité concernent surtout le fait de vivre et de naître. Il y a, comme on lit dans les textes de l'époque, des mains invisibles qui relient tous les vivants. Et c'est intéressant là aussi qu'il y a ce parallélisme entre la métaphore, la célèbre métaphore que Smith a utilisée pour décrire les marchés et cette même image que les naturalistes décrivent utilisent pour décrire l'ensemble des êtres naturels. Je vous lis un court passage d'un autre texte. C'est lui qui, avec les plus grands soins, regarde attentivement ce qui se passe sur notre globe terraqué, doit reconnaître que toutes les choses ont été ordonnées entre elles,
selon une succession et un lien, afin d'étendre à la même fin ultime. Une large corde des fins intermédiaires servent cette fin, mais comme il n'est pas essentiel à nos descendants de passer en revue, nous nous contenterons d'énumérer celles qui concernent la conservation des êtres naturels. C'est pourquoi, afin que les choses naturelles subsistent dans une série ininterrompue, la sagesse de l'Esprit souverain a ordonné que tous les êtres vivants travaillassent sans cesse à produire des nouveaux individus, que tous les êtres naturels, tour à tour, s'étendissent une main secourable pour la conservation de n'importe quelle espèce, et que, enfin, la mort et la destruction de l'un servissent toujours au rétablissement de l'autre. Fin de citation. Donc là, on voit bien à quel point cette obsession est restée. Donc le but ultime, c'est d'expliquer à quel point tout est relié avec tout, jusqu'à pouvoir dire que la naissance de nouveaux êtres et la mort surtout des nouveaux êtres permet la vie des autres. Donc il y a un lien d'utilité de tout événement naturel. C'est encore les cas dans lesquels nous pensons lors de la nature ou lors du non-humain, qui fait que la disparition de certains êtres et forcément de certains individus permet l'équilibre et donc permet la vie des autres. Or, on peut se demander pourquoi, d'où vient l'obsession pour cet ordre. Pourquoi et d'où ça vient l'obsession pour cette espèce d'étrange fonctionnalisme qui nous oblige, par exemple, encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on analyse l'anatomie d'un animal, de dire, eh bien, cette oreille est née ou s'est développée pour permettre à l'individu de mieux écouter, etc., etc. Donc, au-delà de l'obligation théologique, pourquoi aujourd'hui l'écologie et les sciences naturelles semblent encore engagées dans cet effort pavlovien de retrouver des harmonies préétablies, un ordre des mains invisibles. Et je dis au fond, c'est l'attitude encore aujourd'hui, car souvent, et je parle ici pas de pratiques et de la militance écologique, qui n'ont pas besoin de s'appuyer à des cadres théoriques précis, et qui font absolument ce qu'il faut faire, mais je parle du cadre théorique auquel parfois ces pratiques, malgré elles, font référence, et qui est un cadre, à mon avis, totalement contre-productif, et qui, par exemple, présuppose qu'il suffirait que l'homme arrête de faire l'homme, ou arrête de faire certaines choses, pour qu'il y ait cet équilibre absolument naturel, absolument ontologique, entre tous les êtres, qui permettrait de retrouver l'équilibre, ou l'ordre, qui est un ordre justement économique, qui fait que toute chose, tout événement en nature a un sens et permet la survie ou la vie des autres êtres naturels. Donc d'où ça vient? On peut se demander, mais pourquoi cette obsession de vouloir retrouver un ordre derrière les faits naturels, derrière l'existence des non-humains, et surtout derrière, donc du coup, la naissance et la mort des êtres. On les voit, à mon avis, de manière extrêmement claire dans un autre passage d'un autre texte, d'un autre élève des Linnés, qui s'appelait Wilke, et que je vous cite, c'est les derniers textes que je vous cite. Si un homme a la vérité nue comme au moment de la création de la première naissance, mais cependant dans la meilleure période de la vie, et jouissant d'un jugement mûr, tombé dans ces mondes que nous pouvons du moins imaginer. Donc si cet homme contemplait avec tous ses sens attentifs les globes terraqués comme une nouvelle demeure, il observerait le ciel couvert d'innombrables végétaux, d'une grande diversité, entremêlés dans la plus grande confusion et maltraités par les vers, les insectes, les poissons, les amphibies, les oiseaux, le mammifère, au point d'inspirer la pitié. Il verrait, ce vivant, non seulement dévorer les fleurs les plus belles, mais même par une étonnante tyrannie se déchirer les uns les autres sans aucune compassion. Bref, il ne remarquerait rien d'autre que la guerre de tous contre tous. Et d'autre part, il se verrait lui-même sans défense et exposé à la violence du plus grand nombre. Inquiet et incertain, il trouverait difficilement, et même il ne pourrait trouver un lieu où se réfugier. Donc les chocs, l'expérience fondamentale, originaire,
c'est cette guerre de tous contre tous. Ce qui est intéressant, c'est évidemment une citation du motif Hobbesien, sauf que, voilà, si dans les cas des hommes, la perception du risque ou du fait de la guerre de tous contre tous avait armé les théoriciens du XVIIe siècle et du XVIIe siècle à penser la politique, donc la guerre a une seule solution possible, la naissance de l'État. Ici, la guerre qui semblerait être la vérité de la nature, l'effet très banal, ce qu'on appelle guerre, c'est l'effet très banal, qui est que tous les êtres vivants sont destinés par nature à être mangés par tous les autres. C'est le fait même de ce qu'on appelle hétérotrophie, en fait. Mais au lieu de donner, de rendre possible la politisation ou la pensée d'une politique de la nature, ici, cette guerre est tout de suite refoulée, car tout de suite après ce passage dont je vous ai que je vous ai cité, l'auteur continue. Après un long séjour en ces mondes, dis-je, il distinguerait peu à peu un ordre élémentaire. Et enfin, la confusion suprême lui apparaîtrait comme un ordre si remarquable que dans son étonnement, il reconnaîtrait difficile et même vain de chercher dans l'œuvre divine un commencement et une fin. En effet, toutes les choses sont dans un mouvement circulaire. Donc on voit bien, fin de citation, on voit bien ici donc que l'obsession pour la maison est surtout une peur du politique et une tentative de neutraliser la politique. Tout d'abord, il s'agit de cacher ce qui semblerait être l'évidence majeure de la nature, la violence. L'effet que les destins de tout le vivant n'est pas la mort naturelle, mais la mort violente. En effet, les destins de tout vivant est celui de nourrir les autres. C'est ce qu'on appelle hétérotrophie et qui fait de la vie d'un côté un phénomène qui s'auto-alimente d'elle-même, mais de la terre un étrange espace de sacrifice perpétuel. La maison sert à cacher cette violence, à la réinsérer dans une rationalité faite de paix, d'ordre et d'harmonie, et surtout d'utilité locale et globale. Sauf que, à la différence de ce qui se passe dans la politique, la pacification n'a pas lieu à travers un pacte, il n'y a pas des contrats, il y a un ordre qui est intérieur à toute forme d'action. Et d'ailleurs, l'idée de fonction est exactement ce qui rend impossible de penser à une praxis, une action, une contingence qui ne soit pas liée à un être, une identité, une essence. Il n'y a pas donc d'événement pour l'écologie, pour la doctrine de la nature comme une maison. Il ne peut pas y avoir d'histoire. Donc la maison, c'est ce qui empêche de penser la vie de chacun des vivants, leur rencontre, leur agencement comme un fait contingent, historique, bref, politique. Donc la maison, l'écologie, c'est ce qui rend impossible, au mieux superflu, un contrat. Et on pourrait montrer que Darwin ne s'oppose pas à cette logique, au contraire, tout en acceptant la guerre de tous contre tous, Darwin fait de la guerre un instrument, mieux, l'instrument qui définit et qui rend possible les liens généalogiques entre tous les vivants. C'est en se faisant guerre, c'est la compétition, que tous les vivants peuvent se dire comme provenant de la même origine, car l'origine généalogique est la guerre, mais surtout c'est grâce à cette guerre que la généalogie devient un instrument domestique, une machine à produire utilité locale et globale. C'est grâce à la sélection artificielle, donc la guerre de l'homme contre la nature, qu'il est possible de faire de l'utilité, mais c'est surtout grâce à la sélection naturelle que la génération réciproque des vivants, inter- et extraspécifique, produit de l'utilité marginale, permet d'améliorer les espèces, permet d'améliorer l'utilité des uns aux autres. Donc la théorie de la sélection naturelle reste sur ces points une doctrine économique, ou si vous voulez, le triomphe de l'économie naturelle. D'ailleurs, dans les notes, dans les cahiers de Darwin, Darwin le dit clairement, en fait, son problème c'est l'économie naturelle et la théorie de la sélection naturelle, c'est une manière de expliquer ou de donner une justification ultime à cette économie. Donc je ferme cette longue cette parabole historique qui me sert surtout à dire deux choses. Tout d'abord que, au fond, les débats actuels, la crise écologique est la fracture de la grande maison, la découverte que capitalisme et écologique ne sont pas parfaitement intégrés comme l'avait cru Darwin, au fond, mais elle est aussi la tentative de remettre ensemble à nouveau ces deux gouvernements, ces deux providences, ces deux économies,
l'écologie et le capitalisme, les deux grandes maisons, la maison de l'homme, le capitalisme, la globalisation, et la maison de la nature. Mais pour résoudre l'embarras, il me semble-t-il, il faut sortir de la maison. À l'écologie, il faut opposer qu'il n'y a pas de maison sur Terre, que la maison est une fiction d'un point de vue juridique et surtout généalogique, et que Gaïa, la Terre, n'est pas une famille. Au contraire, c'est une grande place où on essaie de s'accorder sans trop y réussir à chaque fois. Donc il faut arrêter de penser qu'il suffirait d'échanger de notre part quelque chose pour que la guerre disparaisse. La guerre est toujours là et sera toujours là. Aucun être naturel a une maison, c'est seulement pour cela qu'il faut de la politique. Personne sur Terre a une maison, nous n'avons pas de possession, des choses qui nous appartiennent par nature ou par généalogie, et c'est pour cela que tout doit être négocié, nous les vivants, pas que les hommes. Tout doit être négocié, tout doit être objet d'un accord ou d'une association contingente. Surtout, personne sur Terre a une maison, la relation au sol n'est jamais naturelle, spontanée, ni pour les hommes, ni surtout pas pour les êtres naturels. Il faudrait commencer à penser la relation entre un arbre et un sol, pas comme une relation domestique, naturelle, évidente, qui va de soi, mais comme une relation politique. De même que la relation que j'ai à Paris n'est pas une relation naturelle, spontanée, c'est une relation politique. Donc il faudrait étendre cette logique et arrêter de penser qu'il y a des maisons, des sphères domestiques dans la maison. Nous sommes tous des planètes, au sens littéral du terme, des corps errants qui ont atterri à un moment à un endroit, mais cet endroit n'est pas et ne pourra jamais devenir notre maison. Personne n'est jamais chez soi, personne dans ce monde ne suit les usages de la maison. Et c'est le deuxième point, et c'est l'articulation plus importante, mais nous ne possédons rien, nous les vivons, surtout pas notre corps et son identité. Personne n'est jamais chez soi dans son corps. C'est à partir de ce fait que nous pourrions comprendre véritablement ce qui se passe dans l'alimentation et de la reproduction. C'est à partir de ce fait que, je pense, on pourrait relire, recomprendre cette espèce de guerre de tous contre tous dont Wilke décrivait si bien les horreurs. Deux choses importantes. Tout d'abord, dans cette relation trophique, dans ce que je vous ai dit, qui est le fait que tout vivant est destiné à être mangé par d'autres vivants et tout vivant est obligé à manger d'autres vivants, d'autres espèces, pas lui-même, dans cet espace-là, comme dans l'espace de la reproduction, il y a, au fond, ce qu'on pourrait présenter ou penser comme l'effet politique par excellence de la nature. C'est un effet à cause du fait qu'on doit manger et qu'on doit se reproduire, que toutes les espèces sont obligées à se rencontrer. C'est donc dans l'alimentation et dans la reproduction qu'il y a un espace d'universalisation des espèces sur Terre, en fait. C'est pour ça que c'est de la politique. Depuis Darwin et depuis Lamarck, nous savons qu'il existe une relation génétique entre tous ceux qui vivent, une relation mutuelle, une origine commune du vivant, c'est-à-dire la reproduction et les lieux où toutes les espèces peuvent tisser une relation réciproque. Et c'est précisément de cette relation, de cette interconnexion, que la vie se génère et s'invente. Or, ce qu'on refoule, et c'est les problèmes au fond de l'écologie, mais pas que, c'est que les rapports réciproques des espèces, ce réseau interspécifique n'est pas simplement un rapport généalogique, mais c'est surtout un rapport trophique, si vous voulez, un rapport cannibale. À l'inverse, la nutrition ne peut et ne doit être pensée comme un simple rapport d'un individu à soi, mais elle constitue la forme de la relation des êtres aux autres espèces, la forme transcendantale des rapports interspécifiques. Ce que je veux dire, c'est que ce qui nous relie aux autres espèces, ce n'est pas comme l'écologie, ou comme souvent nous sommes habitués à penser une relation de cohabitation. Si nous avons des relations aux autres espèces, ce n'est pas parce qu'on habite le même espace, la Terre, c'est parce que nous sommes obligés, nous tous, toutes les espèces, à manger des individus d'autres espèces. En fait, c'est ça la forme principale de la relation interspécifique des vivants sur Terre, c'est celle-là. Bien avant de la cohabitation, c'est l'occupation du même espace.
Donc cet espace de contact interspécifique universel qui fait que la vie de chaque espèce est reliée nécessairement à la vie de l'autre ou d'autres espèces ne peut pas être articulé dans l'essence d'un agencement domestique. Au contraire, la nature est la négation perpétuelle de l'espace domestique, à partir de l'expérience du rapport avec son propre corps. Reproduction et alimentation sont les conséquences, non pas d'une négativité biologique, mais de l'incitation de la nature à changer des maisons, à migrer, à transmigrer de corps en corps, de place en place, de chair en chair. Cette logique, que les langages religieux de l'Antiquité européenne et asiatique avaient appelée transmigration, métempsychose, réincarnation, est une logique anti-domestique. Et c'est là dans un double sens. Tout d'abord, celui de nier que la vie puisse être conçue comme un rapport de simple habitation de l'espace et du monde. Je vais essayer de vous montrer comme le monde n'est pas notre habitation, il est le réservoir de notre chair passée et future, l'archive et les catalogues virtuels des vies et des identités que chacun de nous a dû traverser avant de devenir humain et avant de devenir ce que vous êtes ou nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, dans l'essence que le rapport à soi-même n'est pas et ne peut pas, ne pourra jamais être un rapport d'habitation. On n'habite pas notre corps. On ne peut pas, en fait, parce qu'on est obligé à manger, c'est-à-dire à changer de corps, à changer de chair. Le fait que nous sommes obligés à manger et à manger les corps, non pas juste d'autres individus, mais d'individus d'autres espèces, signifie que les êtres vivants ne peuvent pas se limiter à cohabiter les uns avec les autres ou les uns à côté des autres. Aucune espèce peut se limiter à habiter son propre corps, rester dans les limites que sa peau lui impose ou sa forme lui impose. Il est obligé à rentrer dans la maison charnelle de l'autre, à occuper la maison de l'autre, à s'y intégrer, à devenir les corps de l'autre, la chair d'autres espèces. Nous ne faisons que migrer, transmigrer, ou à l'inverse, dans les cas où nous sommes mangés par les autres, nous ne faisons que ce qui est les destins de nous tous, en fait, fois mort, par des vers, des virus, mais pas dans les futurs. Chacun de nous est mangé quotidiennement par des bactéries qui habitent nos intestins, par exemple. Donc nous ne faisons que devenir, dans ces cas, la maison d'autres individus, de devenir la maison d'autres individus et d'autres espèces. Nous ne pourrions jamais rester chez nous, à la maison. Nous ne pourrions jamais regarder les corps de l'autre comme sa maison. Nous sommes obligés à nous déplacer, à changer des maisons, à changer de notre corps, ou à l'inverse, à devenir la maison de l'autre, à faire de notre chair le chez-soi, non seulement dans notre corps, mais surtout de notre espèce. En effet, pour exister, donc tous les êtres vivants doivent s'incarner dans la chair de l'autre. Chacun a besoin de manger, mais comme on mange toujours les corps d'une autre espèce, l'obligation de manger revient à l'obligation de se réincarner. On change des chairs, en fait, comme on change de l'air, en fait. On prend toujours les corps de l'autre. Non seulement les corps d'un autre individu, mais les corps d'une autre espèce. Donc la nutrition, de ce point de vue, est la preuve de l'instabilité non seulement spatiale, mais métaphysique des vivants. Les vivants ne restent jamais ce qu'ils sont, ils ne restent jamais chez soi, mais sont destinés à se déplacer dans une autre espèce, non seulement par l'évolution, mais dans chaque processus de nutrition. J'ai mangé du poulet aujourd'hui, avant de venir ici, donc je me suis réincarné dans les corps de cette autre espèce, et à l'inverse, en fait. La réincarnation qui a lieu dans toute alimentation, le besoin de réincarnation rend la relation entre les vivants une relation métastable. Donc la nutrition est la preuve aussi, à l'inverse, que la vie est infiniment malléable et prête à tout, que les corps de la vie et des vivants ne pourra jamais être enfermés dans une logique domestique de propriété, d'identité stable. La vie n'est que transmigration infinie de matière. Or, on peut faire les mêmes discours pour la reproduction, mais pour les faire, il faut d'abord se libérer d'un préjugé qui est le préjugé que la reproduction soit une conséquence de la mortalité. C'est les préjugés, donc l'idée qu'on se reproduit parce qu'on meurt, donc pour rester en vie, il faut se dédoubler. Ces préjugés est ancien, et la première occurrence au moins dans l'espace culturel de la Méditerranée, c'est dans un texte d'Aristote qui écrit dans son traité sur l'âme,
l'acte les plus naturels aux êtres vivants qui sont complets, qui ne sont ni avortés ni produits par génération spontanée, c'est de produire un autre pareil à eux, l'animal un animal, la plante une plante, afin de participer de l'éternel et du divin à tant qu'ils peuvent. Tous, en effet, ont ces désirs instinctifs, et c'est en vue de cet acte qu'ils font tout ce qu'ils font, selon la nature. D'ailleurs, la cause finale est double, et on y peut distinguer les buts poursuivis et l'être pour lesquels ce but est poursuivi, mais comme ces êtres ne peuvent jouir de l'éternel et du divin par leur propre continuité, parce qu'aucun des êtres périssables n'est cette démorée identique et un numériquement, chacun d'eux participe pourtant dans la mesure où il peut, les uns plus, les autres moins, et si ce n'est pas par l'être même qui subsiste, c'est presque lui. S'il n'est pas un nombre, il est du moins une espèce. Donc l'idée, c'est que la reproduction, c'est un ersatz de l'identité, de l'éternité de sa propre identité. À travers la reproduction, on acquiert par corps interposé une sorte d'identité, d'éternité. Or, ce n'est pas parce que nous mourions que nous reproduisons. Au contraire, la mort est un accident du fait que nous nous reproduisons. Donc c'est l'inverse. Pas au sens économique, c'est-à-dire la mort n'est pas là pour équilibrer la multiplication des individus grâce à la reproduction, mais au sens métaphysique. Car du point de vue biologique, ce qui est essentiel dans un être vivant, ce n'est pas l'individu, mais les cycles de la vie. Ce qui est essentiel à moi, ce n'est pas l'adulte que vous voyez qui donc par accident est né et mort, c'est tout l'ensemble de processus, surtout la naissance et surtout la mort en fait. Et c'est ça, pour les raisons simples, il n'est pas possible de distinguer biologiquement entre les développements et la reproduction, c'est-à-dire la machinerie qui rend possible les développements, l'ADN, l'ARN, c'est-à-dire la genèse d'un individu, est la même qui est censée gérer sa reproduction. Donc chaque individu, à cause de cette identité, est déjà une copie, est déjà une reproduction au moins un autre individu. Et donc dire que l'essentiel est les cycles signifie dire que les besoins de se répéter coïncident avec les besoins de se développer, l'inverse. Donc les développements est déjà la répétition d'un cycle précédent, et à l'inverse, tout développement est l'injonction à la réplication dans un autre corps. Notre ADN, notre identité est toujours l'ADN d'un autre individu. Au fond, on l'oublie toujours. Mon identité la plus profonde biologique est l'identité de ma mère et de mon père. En plus, pas d'un seul individu, de deux individus qui sont obligés à se réincarner dans un seul corps et à trouver une sorte de pacte de cohabitation pacifique, en fait. Ce qui n'est pas arrivé probablement, ce qui n'arrive pas très souvent dans les couples, comme dans leur vie affective, parce qu'ils peuvent se séparer. Là, mon père et ma mère ne peuvent plus se séparer. Donc notre ADN est toujours l'ADN d'un autre individu. Je suis déjà la répétition d'autres, la réincarnation hors corps, hors maison d'autres gens, en fait. Incessant, donc la reproduction n'est pas la garantie de l'éternité supplémentaire, mais la forme plus fondamentale de la réincarnation et de la métempsychose. Les vivants donc ne peuvent pas jamais rester identique à lui-même, ne peut pas rester chez soi. La vie est essentiellement migration, métempsychose, transmigration de corps en corps, de chair en chair. Voici les points fondamentaux. Et de ce point de vue, les sexes, c'est un mouvement extrêmement radical, car c'est une obligation réelle de se réincarner dans les corps de l'autre, sauf que dans ces cas-là, deux personnes, l'obligation de se réincarner dans les corps où une autre personne aussi devra se réincarner. Et dès ce point de vue, j'arrive à la conclusion, j'ai encore pour 5 minutes, on devrait renverser la relation entre vivant et sexualité. Nous sommes habitués à regarder la sexualité comme un acte purement organique ou une dimension purement biologique. On devrait au contraire apprendre à considérer la sexualité biologique comme l'un des multiples reflets d'un phénomène à taille cosmique dans lequel les mondes se renouvellent et modifient sa consistance. Les mondes se rassemblent sans cesse différemment et c'est cela que nous reproduisons grâce au sexe. La vie
et les sexes du monde, la vie est le sexe du monde, et les vivants sont les organes sexuels de notre cosmos. Non pas quelque chose de survenu a posteriori par hasard et accidentellement à un moment de son histoire, mais sa structure originaire, son dynamisme identitaire le plus profond. Dans ce sens, la sexualité n'est pas le mode de vie qui nous est garanti par nos organes sexuels, mais au contraire, la relation que grâce à nous, nous les vivants, le monde entretient avec lui-même. C'est dans nos existences que toute portion du monde peut en rencontrer une autre, se marier à elle, modifier les tracés de sa destinée. Ce qui est un jeu dans les sexes et dans la vie n'est pas simplement la reproduction du vivant, mais toujours la genèse ou la régénération du monde. Si nous les vivants, nous sommes les sexes du monde, c'est parce que nous ne cessons pas d'en reconfigurer la substance, mais surtout parce que nous n'y échapperons jamais. Être au monde, être le monde, signifie surtout être exposé à ces rythmes des transformations dont la mort même ne peut pas nous libérer. Nous resterons au monde, même une fois morts, nous ne cesserons pas de les traverser, d'en être traversés. Nous ne cesserons jamais d'être les mondes. Notre identité considérera toujours avec sa substance, qu'elle soit masque, accent ou harmonie. Être capable de sexualité ne désigne pas simplement l'effet de pouvoir s'unir charnellement avec un autre individu de la même espèce, signifie surtout être capable de se réincarner dans un autre individu qui ne partage pas notre identité. Si la reproduction dans ses formes les plus élémentaires est la capacité de revivre et de se réincarner dans les corps de l'autre en conservant une identité similaire, se reproduire sexuellement signifie être capable de revivre sous une autre identité. Nous vivons tous dans ce que nous engendrons par identité interposée, au même sens que les progéniteurs ancestrales de tous les vivants, ce que les scientifiques désignent avec l'acronyme LUCA, Last Unique Common Ancestor, revit et se réincarne en chacun de nous. De ce point de vue, les sexes est cette capacité de revivre sur les identités les plus différentes. Il s'agit d'une sorte d'insensibilité à sa propre forme et à sa propre identité, de la capacité de dire « c'est moi » dans toutes les formes de vie qui ont existé et existeront sur cette planète et tous les autres. Être les sexes du monde signifie s'efforcer de vivre sous les paupières de tout œil qui a jamais vu et qui verra la lumière, spécialement celui des non-humains. Apprendre ce que ça veut dire être une pierre ou un ouragan, un atome ou un ange, un champignon ou un circuit intégré, et être capable de dire « je » à chaque fois. Toutes ces formes, de fait, ne sont pas en dehors de nous. Nous ne sommes pas exclusivement humains, nous sommes un véritable zoo à l'intérieur duquel vivent les bactéries, des champignons, des virus, dans une forme de collaboration et d'accord instable. Et nous partageons la forme de la majorité de nos organes avec un nombre infini d'autres espèces. Nous ne sommes pas juste des humains, notre code génétique est la trace de toutes les formes de vie traversées par la vie avant de devenir humaines. À chaque fois donc que nous disons « moi », ce sont toutes ces formes qui parlent à nous. Nous sommes légion et nous serons toujours plus ou moins qu'humains. Chacune de ces formes dit « je suis » à nous. Nous sommes les futurs, les destins inconcevables ou les rêves, l'anticipation préhistorique de milliers de formes de vie. Nous sommes leur manière de dire « j'étais » ou « je serai ». Nous avons été monde avant de devenir ce que nous sommes, et nous le serons après. Nous étions avec nos atomes un brin d'herbe et un cheval ou une maison. Les atomes de nos corps nous permettront de devenir de l'eau bue par d'autres vivants, 2 pages d'un livre lu par d'autres, l'air inspiré par d'autres. Nous sommes toujours la vie posthume d'autres êtres vivants. À chaque instant, des parties de nous se métamorphosent dans la vie des autres, exactement comme les font nos mots. Les images se détachent de nos corps et deviennent les souvenirs d'autres esprits. Exactement comme à chaque instant, la vie des autres devient la nôtre. Manger, respirer, penser ne signifie que cela, transformer la vie que d'autres ont vécue à notre vie propre. Nous condensons dans notre corps les mémoires des milliards d'individus d'espèces d'époques différentes. À l'inverse, tout à nous est les pressentiments d'un futur inatteignable par toute prophétie. Nous serons d'ici quelque temps la vie d'une femme ou celle d'un nuage, le souffle d'un enfant ou celui d'un serpent, la pensée d'un voleur ou celle d'un roi. Nous sommes de la matière du monde, nous sommes ce qui reste dans les restes de toutes les choses du monde. C'est seulement pour cette raison, seulement parce qu'à chaque fois que nous disions « je suis »,
nous faisons résonner tous les autres « je suis » dans l'univers, seulement parce que notre conscience coïncide virtuellement avec les mondes que nous pouvons l'habiter. Chacun de nous, nous les vivants, condense les passés et anticipe les futurs de toute forme de vie que nous pouvons vivre historiquement. Chacun de nous contient les mots du journal du globe. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est prévu de questions. Il est là, le microphone est là. Il y a un livre en fait, qui est sorti ces 10 dernières années en fait, et qui parle peut-être des mêmes choses, mais je dirais exactement à l'inverse. Et j'ai l'impression que ton travail vise aussi à répondre aux 1000 pages écrites par Peter Sloterdijk, en fait, qui s'appelle il y a Sphère, Écume et Bulle, qui tente d'expliquer que l'atmosphère est une maison. Voilà, je crois que si on peut le résumer, ce serait ça. Ouais. Est-ce que ça a été un déclencheur ou l'envie d'aller à l'encontre de cette théorie-là? Merci beaucoup pour la question, parce qu'effectivement, Sloterdijk, la rencontre avec Sloterdijk, moi j'ai vécu 8 ans en Allemagne avant d'arriver en France, donc ça a été très très important, très formatrice, etc. Mais j'avais effectivement un peu oublié, au fond, on peut absolument résumer sa thèse de cette manière-là. Donc il y a sûrement... il m'avait dérangé, mais je ne me rappelais pas en écrivant ce que j'ai écrit de Sloterdijk, mais il y a sûrement un lien génétique d'opposition. Après, il y a aussi comme toujours, des racines biographiques. Je déteste les espaces domestiques, je déteste les maisons, je déteste rester plus que 3 semaines dans la même ville. Et j'ai passé d'ailleurs ma vie en changeant tous les ans à peu près, ou pendant très très longtemps j'ai passé ma vie en changeant des nations, des pays, des villes, donc il y a peut-être un penchant de ce type-là. Mais effectivement, disons que pour revenir à Sloterdijk, j'ai l'impression que le problème et les soucis, l'aporie à laquelle nous faisons face, c'est même et surtout lorsqu'on parle ou lorsqu'on essaie de redécrire ce qu'on nomme sous le nom d'anthropocène, les risques, c'est que, voilà, de revenir à des réponses qui sont exactement l'opposé de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire, face à, effectivement, le fait que l'homme a largement influencé de manière négative la vie sur cette planète et risque de mettre en danger sa survie et la survie des autres, le réflexe immédiat est de dire ben, la planète est notre maison, donc il faut bien la défendre, il faut bien l'administrer, il faut bien la gérer, il faut que le ménage terrestre redevienne un ménage pour tous, en fait. Et j'ai l'impression que ce réflexe est dangereux sur plusieurs plans. Tout d'abord, et ça a été longuement dit, cela met l'homme encore dans une position de souveraineté, de maîtrise, de gouvernement, etc. Mais surtout, ça continue, ça poursuit, ça prolonge cette idée que, voilà, si l'homme arrêtait de faire, de se comporter comme un petit enfant, de faire les excès qu'il a fait, etc., la nature retrouverait son ordre immanent, qui est un ordre quand même domestique, économique au sens littéral du terme, c'est-à-dire un ordre où toute action n'a aucune signification, car la mort d'un individu est immédiatement rééquilibrée par une loi naturelle
de la naissance de notre fond. Ce qui est intéressant d'un point de vue historique, c'est que effectivement, la nature et les monuments, à partir du XVIIe siècle, ont été pensés sous la même métaphore et sous les mêmes idées. C'est-à-dire, il y a voilà, un espace qui est l'espace trophique ou de la reproduction, où effectivement il semblerait qu'il y a de la guerre de tous contre tous. Les gens s'entre-mangent, s'entre-dévorent, ils font du sexe sans ordre, etc. Et on dit, mais non, pas du tout, ce n'est pas de la guerre, tout est relié à tout, et de cette apparente confusion ressort un ordre transcendantal qui fait que, au fond, rien de ce qui se passe peut avoir une signification politique réelle. Même chose pour les hommes, en fait. Voilà, il y a une apparente guerre dans la manière dans laquelle les hommes s'échangent leurs propres artefacts, et la réaction qui fait que voilà, des uns sont riches, des autres sont pauvres, et la réaction c'est de dire ah non non, c'est pas une guerre, c'est un équilibre qui fait que l'échange de l'argent ou l'échange des marchandises, de choses, au final permet de retrouver un équilibre naturel, etc. Donc c'est la même au fond métaphore, c'est la même idée, c'est la même forme de sécularisation de cette image, de ce concept d'une gouvernementalité immanente aux choses artificielles ou naturelles, et qui, dans les deux cas, empêche de faire de ces deux sphères l'objet de la politique, au fond, ou de penser ces deux sphères comme deux sphères où des êtres font de la politique, c'est-à-dire n'arrêtent pas de négocier, de faire des pactes, de trahir ces pactes, de se réconfigurer différemment, etc. Donc c'était un peu ça le premier réflexe qui m'a amené. Et du coup, de ce point de vue, malgré toute l'admiration que j'ai pour Sloterdijk, je pense qu'il continue à foncer dans la mauvaise direction, en fait. Bonjour. Quand vous dites que l'écologie, elle s'est fondée sur une mauvaise origine, enfin l'idée de penser à une utilité, et j'ai un peu du mal à comprendre ce que ça voudrait dire penser la nature d'une façon politique. En fait, ce serait supprimer l'écologie et penser... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire penser la nature d'une façon politique? Qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, c'est la grande question. J'essaie de répondre à une partie, partiellement cette question, à travers cette espèce de réflexion peut-être délirante, mais autour de la limitation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était peut-être un chaînon que j'ai dû sortir par rapidité, parce que effectivement, les liens trophiques, ce qu'on appelle les food chains, les food web, les réseaux d'alimentation, c'est le problème fondamental de l'écologie. Tout d'abord, on l'a vu dans la citation que je vous ai donnée, et après, c'est l'origine du concept d'écosystème. En fait, les concepts d'écosystème nés à partir des mêmes années, donc en 1870, on commence à penser cette idée. Les mots arrivent un peu plus tard, dans les années 20, mais l'idée, c'est, on appelle écosystème cette unité trophique des êtres, c'est-à-dire la notion d'écosystème sert à neutraliser cette étrange chose qui fait que tous les êtres sont reliés les uns avec les autres par les biais de l'alimentation, mais que sert à dire, la notion d'écosystème, que ces relations, ce sont des relations qui se font d'elles-mêmes, donc qui permettent par elles-mêmes, de trouver un équilibre naturel. Exactement comme un économiste vous dit, voilà, l'échange, pas d'énergie, mais de marchandises, permet de retrouver, sans qu'il y ait
sans qu'il faut une intervention de quelqu'un ou un équilibre naturel. Donc c'est pour ça que mais qu'est-ce que cela voudrait dire, de manière un peu peut-être plus concrète, etc. Ça voudrait dire beaucoup de choses. Ce que je voulais dénoncer, c'est que, voilà, je l'ai dit, à un moment, au fond, on continue à penser qu'il y a une différence fondamentale entre la relation qu'il y a entre l'homme et les hommes entre eux, ou l'homme et la nature, et la différence qu'il y aurait entre les êtres naturels entre eux. C'est ces préjugés qui a amené, au fond, ce qu'on appelle l'écologie politique, à politiser le rapport entre humains et non-humains, mais jamais à politiser les rapports entre non-humains et non-humains. Je m'explique. Au fond, on dit, oui, les rapports de l'homme au dioxyde de carbone est un rapport politique, il faut diminuer le... Mais on n'arrive jamais à penser, mais les rapports qu'il y a entre les plantes et les dioxydes de carbone est aussi un rapport politique. Comment dire, il y a quelque chose... pourquoi il y aurait quelque chose de distant ou de différent qui fait que les uns sont chez eux, les êtres non-humains sont gérés par des lois purement naturelles, qui fait qu'il n'y a aucune, au fond, véritable histoire. Et de l'autre, il y aurait les humains qui ont de la culture, de la politique, etc. On remet en question tous les temps maintenant, qu'on dit les animaux ont une culture, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à sortir de ce cadre épistémologique, qui est un cadre économique, qui est un cadre domestique, qui fait que la relation du sol, entre les sols et une plante, n'est pas une relation politique, ou qui fait que, par exemple, on dénonce l'élevage comme un excès politique. On dit l'élevage est une relation morale et politique, donc il faut y voir quelque chose. Mais, par exemple, l'espèce de l'élevage qu'il y a entre un papillon ou à l'inverse, où la plante et un papillon, elle n'est pas conçue comme quelque chose d'artificiel et donc de politique. Je ne sais pas si c'est ce à quoi je pense on devrait arriver, c'est l'abandon de cette exception humaine pour ce qui concerne la politique et repenser que derrière la relation, ou que la relation qui lie les êtres non humains, les êtres naturels entre eux, c'est une relation qui présuppose un choix, une contingence, une histoire. Au fond, nous savons très bien que, je fais un exemple, les monarques, ces papillons que vous regardez dans tous les dessins animés américains, orange, noir, blanche, a choisi à un moment précis. Et donc c'était un événement historique. Donc ce n'est pas quelque chose de naturel. Cette plante précise qui s'appelle en anglais milkweed, je ne connais pas les mots français, qui est une plante précise qui produit un poison pour n'importe quel autre insecte, il a choisi pour des raisons précises, parce qu'il a développé une forme de multilatérisme qui fait que c'est seulement les monarques qui peuvent manger cette plante, et à l'inverse, la plante, elle n'a que des monarques, donc elle n'est pas menacée. Donc il y a un pacte qui s'est établi entre ces deux espèces naturelles, qui s'établit à un moment spécifique. C'est historique, on peut les dater même. Pourquoi on dit « ça c'est de la nature » et lorsque, je ne sais pas, les Français et les Italiens font un pacte, on dit « ah non, ça c'est pas de la nature, c'est la politique ». Ça peut paraître stupide, mais il me semble que on arrivera à sortir de notre situation aporétique et de l'embarras auquel nous donnons les noms d'anthropocène seulement lorsqu'on fait sauter ces dernières fausses oppositions, qui sont l'opposition entre la nature et la politique, la nature et la culture, l'artificiel et les naturels, etc. Et j'ai l'impression que l'écologie
à cause de ce cadre épistémologique qui est lié à cette image rassurante de la maison, est les derniers bastions de ces oppositions, en fait. Et qui donc, paradoxalement, très paradoxalement, il faudrait refonder ou faire sauter l'écologie pour arriver à résoudre les questions écologiques qui nous torturent en ce moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bah, j'ai un peu de mal à comprendre quand vous dites sortir de ces problèmes-là. Si vous imaginez que tout le monde pense comme ça, voit un rapport politique entre toutes choses, qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce qui se passerait à votre avis si tout le monde commençait à... Ça changerait déjà, par exemple, pas mal de choses. Tout d'abord, on sortirait du catastrophisme. Un des grands problèmes, par exemple, de toute la réflexion sur l'Anthropocène, c'est que on fait semblant tout d'abord, on fait semblant de ne pas reconnaître, de ne pas savoir certaines choses. Par exemple, l'effet qu'une espèce ou que des êtres vivants puissent marquer le globe terráqué, ce n'est pas une exception historique, ça a été toujours comme ça. Par exemple, l'effet que nous, les humains, les animaux supérieurs, peuvent habiter ce monde, a été la suite, la conséquence d'une catastrophe écologique, si on veut l'appeler comme ça, qui a eu lieu il y a très très longtemps, qu'on appelle la grande catastrophe de l'oxygène ou l'holocauste de l'oxygène, c'est-à-dire les moments à partir duquel l'explosion et la diffusion, la conquête de la terre ferme par les plantes vasculaires a fait basculer la composition chimique de l'atmosphère et a transformé une atmosphère très pauvre en oxygène dans une atmosphère qui est stable, de manière stable, très riche, autour du 22% en oxygène. Ça a fait mourir énormément d'êtres anaérobies, c'est-à-dire qui vivaient sans oxygène, et ça a permis la diffusion d'êtres comme nous. En fait. Donc ça permettrait de sortir. Est-ce que peut-être vous avez raison à dire, mais politique, ça veut dire quoi? Peut-être, en effet, sortir du paradigme économique, sortir du paradigme écologique, sortir de la grande métaphore de la maison, nous obligerait à sortir aussi du paradigme politique. Parce qu'une chose aussi qu'on fait semblant d'oublier, c'est qu'on appelle politique, on utilise ce mot à cause de cet héritage grec, mais la politique en Grèce était le reste, en fait, était tout ce qui reste une fois qu'on a délégué dans l'économie, c'est-à-dire dans la maison, tout ce qui concerne la vie naturelle, etc. Donc, si on enlève les fonctions naturelles des survies biologiques, ce qui reste est la vie de l'esprit, la vie libre, etc. Et ce qu'on appelle la vie où il y a une décision, et ce qu'on appelle depuis ces moments-là politique. Et on oublie, en faisant cela, on oublie que cette division, ce partage conceptuel était basé sur un ordre social assez horrible, c'est-à-dire la politique en Grèce était une affaire d'hommes, les femmes n'étaient pas jamais là, en fait, donc extrêmement sexiste, et était surtout une société esclavagiste, en fait. Comment dire? La politique était possible parce que tout ce qui relève des affaires économiques était fait par des esclaves. Donc, une manière de répondre à votre question qui est très juste et très pertinente dans le sens que peut-être les mots politiques restent aussi... une façon de répondre serait de dire, vous avez raison, au fond, ça reste vague aussi parce que l'injonction à la politique reste d'une certaine manière prisonnière aussi de la métaphore, de l'image ou du paradigme économique de ce qui est, au fond, la politique est tout ce qu'il y a en dehors de la maison. Peut-être, s'il n'y a plus de maison, il n'y a même plus de ville. Donc ça serait une première réponse. La deuxième
réponse pour être un peu plus concret peut-être, et sur le plan, serait de reconnaître, parce que la politique au fond est ça, une forme d'agentivité et, et donc aussi des volontariétés à tous les êtres naturels, et donc de partir du présupposé que ce qu'on appelle ordre naturel n'est pas naturel, c'est pas quelque chose d'automatique, parce que si c'était comme ça, on ne serait jamais passé de la soupe primordiale à l'anthropocène, mais c'est quelque chose d'extrêmement instable, qui s'est fait aussi par des catastrophes, par des réassemblements, par des agencements extrêmement instables, extrêmement contingents, et qui se font de jour au jour, en fait. Donc je ne sais pas si j'ai donné des réponses un peu plus concrètes ou claires à votre réponse. Oui, merci. Bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a quand même malgré tout une différence entre les humains et les non-humains. C'est que nous, on est censé avoir la possibilité d'être conscient des conséquences de nos actes et donc de pouvoir voir la catastrophe qui vient. Vous dites qu'il ne faut pas être catastrophiste, mais il y a aussi justement des gens qui disent qu'il vaut mieux être catastrophiste pour pouvoir anticiper cette catastrophe et donc adapter nos comportements. Et je pense que les plantes, par exemple, qui ont commencé à saturer notre atmosphère d'oxygène, elles n'avaient pas cette pensée collective des conséquences de ce qu'elles étaient en train de faire. Ça fait une vraie différence, non ? Et, alors, il y a un très très beau passage d'un dialogue de Platon où Socrate et son interlocuteur commencent à discuter sur la division du vivant. Et à un moment, voilà, ils arrivent où l'interlocuteur de Socrate dit voilà, il faut distinguer les humains et les non-humains. Et Socrate lui dit c'est une bêtise en fait, parce que elle dit les Grecs, vous les Grecs, vous faites en fait ce qui vous êtes habitués à faire à vous nommer vous-même grec, et les autres sont des barbares en fait, sont les autres, les stupides. Et parler d'humain d'un côté et de non-humain de l'autre, c'est un peu ce même réflexe. Et il dit au fond, si on demande aux autres espèces naturelles, genre les grues, les insectes, de faire ce partage, ils vont dire la même chose. D'un côté, il y a les grues, de l'autre côté, il y a les non-grues. En fait, donc, les problèmes, c'est déjà l'opposition entre humain et non-humain, en fait. Car c'est une fausse opposition. D'un point de vue conceptuel, ça ne fait pas de sens. Au moins, après Darwin, on sait que l'homme est une espèce, mais les non-humains signifient mettre ensemble des singes, des papillons, des coccinelles, du blé, qui n'ont pas beaucoup de choses à faire, pas beaucoup à faire les uns avec les autres, d'un côté. Donc, les non-humains, c'est trop confus, trop vague. Ensuite, dans ce que vous appelez humain, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout humains. Les nez, les yeux, les mains, les bras, les poumons, les cheveux, les poils, les jambes, les pieds, etc., ne sont pas typiquement humains, en fait. Nous partageons la plupart des caractères qui nous font des êtres humains avec un tas infini d'espèces, d'individus, etc. Donc, d'une certaine manière, là aussi, dire humain, c'est déjà compliqué. En fait, on a beaucoup de choses qui viennent d'autres, et on est aussi singien, je ne sais pas comment dire en français, on est bactérien, on est des poissons, en fait, parce que, même génétiquement. Donc,
il y a un point quand même, où il faut vous reconnaître, les points que vous censez, c'est pas l'humanité, etc., c'est l'idée des consciences. Et là aussi, c'est compliqué. Tout d'abord, parce que d'un point de vue darwinien, on pourrait dire, si ce sont les anges qui nous ont créés, ben, du coup, tout ce qu'il y a était déjà avant, à moins de penser que l'arrivée de la conscience est un miracle créé par une intervention divine, etc. Donc, du coup, on partage ça aussi, sauf que ça s'exprime dans d'autres manières. Et en fait, les problèmes, c'est que nous n'en savons rien, en fait, de si les autres ont une conscience ou pas. Tout d'abord, même, je ne sais pas si vous avez un peu suivi les débats, on présupposait scientifiquement que les plantes n'ont pas des perceptions, n'ont pas de conscience, alors que voilà, il y a deux départements maintenant de neurobiologie végétale qui vous disent, évidence à la main, ben, les plantes savent très bien ce qui se passe autour d'elles, elles communiquent avec les autres. S'il y a du feu qui arrive, ils vont dire à tous les copains qui sont autour de 3-4 km, attention, il y a du feu. Donc les cupressus, je ne sais pas comment on dit en français, arrivent à se cohibenter et à éviter d'être brûlés. Donc c'est très compliqué de dire nous sommes les seuls dans cet univers qui sont capables de mesurer c'est très compliqué et scientifiquement et aussi d'un point de vue historique. En fait, ce n'est que peut-être aujourd'hui que quelqu'un dit ça sans penser de dire une bêtise. En fait, normalement, si on regarde même l'histoire de la philosophie occidentale, cette conscience de ce qui se passe après une action a toujours été reconnue aux animaux. Je veux dire, au Moyen-Âge, c'était le cas. Ce n'est pas un hasard peut-être aussi que si la morale s'est faite pendant des siècles à travers des contes animaliers. Donc, je ne sais pas si j'arrive vraiment à partager cette idée. Et de l'autre côté, même d'un point de vue, si on regarde ce que les humains font avec un peu de distance, on se dit, ah non, les humains n'ont aucune idée des conséquences de leur acte, en fait. En fait, ils ont fait tellement de dégâts dans leur histoire que c'est compliqué de dire, ah oui, l'homme est un être responsable et conscient de ce qui se passe lorsqu'ils font. C'est très, très compliqué, non? En fait, si on regarde l'histoire humaine, en fait, on a la preuve que non, on est presque jamais conscient de ce que ça veut dire faire une chose et s'en opposer. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Mais je vois les points, c'est pas comment dire, j'ai essayé de répondre, mais je vois exactement les points. Merci pour votre conférence. Je vois bien l'entreprise de décentrement à laquelle vous nous invitez. Mais quand même, il y a une différence, à mon avis, entre les non-humains, enfin le fourre-tout non-humain que vous évoquez, et puis les humains, c'est quand même la prise de parole. On a beau être un assemblage de poils, d'atomes qui viennent de je ne sais où, etc. Les autres non-humains ne font pas de conférences de philosophie, par exemple. Et c'est à travers la prise de parole et à travers cette prise de parole qu'on peut faire aussi et construire des choix politiques collectivement. Et c'est peut-être ici que se situent des solutions aux problèmes qu'on a collectivement aussi de faire face aux conséquences de la puissance technique humaine. À part la catastrophe, le seul pouvoir qui peut nous permettre d'orienter ces conséquences-là, c'est quand même le pouvoir humain lui-même, et puis à travers la parole. Donc après, il y a une solution, on peut faire parler les non-humains, c'est ce qu'a proposé Bruno Latour il y a déjà une vingtaine d'années. C'est ce qui se passe par exemple dans le droit en Nouvelle-Zélande, je crois, où il y a une rivière qui a été reconnue personne morale, mais encore une fois, il faut la faire parler pour la défendre. Pour la défendre, par exemple, sur les atteintes liées aux pollutions, etc., il faut bien qu'il y ait un humain qui prenne la parole et la défende. Donc voilà, je m'interrogeais sur qu'est-ce que vous pensez de ça, cette médiation par la parole qui, à mon avis, passe nécessairement par l'humain. Mais vous avez, dans les années, je pense 20, Karl von Frisch avait découvert cette chose merveilleuse, c'est que
les abeilles peuvent communiquer, en fait. Elles peuvent communiquer très précisément où se trouvent les fleurs, de quelle espèce, etc. Donc j'ai l'impression à chaque fois que j'entends ou qu'on se dit « Ah, nous, on a les langages », voilà, un peu comme Platon, c'est comme si des abeilles disaient « Ah, nous, on a la danse, on arrive à communiquer », alors que les autres êtres sont vraiment très stupides, ils n'ont pas la danse, nous, on a la philosophie. Ce que je veux dire, c'est que peut-être les langages est un problème. Pourquoi on est obligé à se dire « Ah, regardez, on a les langages, les autres sont tous bêtes. Ah, les langages nous mettent dans une situation de supériorité, comment dire, en insériant. Nous, on utilise le langage. C'est un fait, mais cela nous dit rien, tout d'abord, de ce que les autres utilisent pour se constituer, pour vivre, pour communiquer et pour vivre politiquement. C'est un fait que comment dire, les abeilles, les termites, il y a une très belle œuvre ici, sublime, autour de ça, et plein d'autres espèces, les loups, les singes, ont une existence politique au sens propre du terme. Vous savez, il y a au sens que rien n'est donné génétiquement. Il y a des très belles recherches qui ont démontré, par exemple, qu'à l'intérieur d'un fourmilier, comment on dit fourmilier, fourmilière, en fait, la fonction de chaque individu n'est pas préétablie génétiquement, ça dépend de nombre et de l'espèce d'autres fourmis que chacune rencontre dans sa journée. Donc c'est quelque chose qui, comment dire, on a affaire à des phénomènes où il y a une forme de communication, de changement de son propre comportement en fonction d'une communication qui arrive sur les plans chimiques et pas sonores, qui est très proche ou très semblable à ce que se passe. Si je peux me permettre de vous interrompre, je ne dis pas ça pour réaffirmer la supériorité de l'humain, etc. Ce n'est pas du tout pour ça. C'est pour dire qu'à un moment donné, face aux problèmes qui se posent d'abord aux êtres humains, parce que même si on est capable de se supprimer de la Terre, la vie va continuer, ce n'est pas un problème. Ouais. Mais pour faire face à ces problèmes-là, c'est bien sur la parole des humains pour délibérer et pour prendre des décisions politiques qu'il faut compter. Alors, éventuellement, vous en parlez à cette deuxième question, au deuxième problème. Donc, du coup, au fond, lorsqu'on parle du langage, etc., on parle juste des affaires purement humaines. Donc, et vous l'avez dit, en fait, là, souvent, on transforme dans des problèmes on transforme ce qui sont des problèmes humains trop humains dans des problèmes planétaires. En fait, les problèmes de l'Anthropocène, c'est un problème tout d'abord humain, c'est-à-dire comment ne pas tuer la moitié de la population et rendre possible la vie de 10 milliards de personnes sur une planète qui en tolère beaucoup moins, en fait. Et comment, surtout, rendre possible une certaine forme de vie à 10 milliards de personnes. Donc, ce problème-là n'est pas un problème écologique, n'est pas un problème planétaire, c'est un problème humain. Donc, effectivement, du coup, les solutions peuvent être comme celles avancées par Latour, c'est-à-dire, au fond, les problèmes, c'est faire entrer dans l'agora humaine des êtres qui ne le sont pas et dont il est important de connaître les exigences. Donc l'idée de Latour était très intéressante. Au fond, les scientifiques se font porte-parole de ces autres êtres. Mais porte-parole à l'intérieur d'un parlement qui concerne surtout les humains, pas les autres. Donc après, tout ce qui se passe dans les droits, avec ça, pour l'instant, c'est plus des petits jeux qui, en fait, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande et à Nantes, ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose parce que là, il y a un élément un peu idéologique qui s'instaure. En fait, d'un point de vue juridique, la subjectivité, la personnalité juridique n'est ni humaine ni non humaine, en fait. C'est quelque chose d'artificiel qu'on peut reconnaître aux hommes, aux entreprises, et donc on peut reconnaître aussi
aux plantes, aux fleuves. Donc ça, ce n'est pas un avancement. Ça, c'est les droits le fait depuis l'ancienne Rome, en fait. Donc ça n'a rien à faire avec. C'est juste que voilà, on fait ça plus pour propagande que par. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une solution, mais ce dont j'ai parlé était quelque chose de différent qui ne concerne, je l'ai dit, ça ne concerne pas les pratiques. Là, je ne parle pas parce que ce qu'ils font les militants, c'est absolument bien, et ça concerne plutôt le cadre théorique à l'intérieur duquel on continue à justifier ce que nous faisons et à essayer de penser nous-mêmes et la nature, en fait. C'est sur un autre plan. Ce que je vous ai dit, essayer de se poser. C'est-à-dire, au fond, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment les retombées pratiques de cet abandon de la métaphore de la maison. C'est surtout, d'un point de vue théorique, qu'est-ce que ça change, ou d'un point de vue même sensible, qu'est-ce que ça change si, face à un prêt, on se dit, ah, là, il n'y a aucun équilibre trophique, naturel, automatique qui se fait. C'est toute une série de négociations qui se font les unes après les autres, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir, à articuler. Mais voilà, ça se passe la même chose qui se passe entre nous, sauf dans une autre manière. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la transformation du regard sensible et intellectuel plus que les conséquences pratiques, en fait. Et j'ai l'impression que ça changerait beaucoup de choses. Ça changerait, au fond, si on se dit l'effet social, l'effet politique n'est pas quelque chose qui relève que de l'humain. Du coup, même à l'université, il ne faudrait plus mettre d'un côté les sciences naturelles et de l'autre côté les sciences sociales. En fait, peut-être il faudrait les mettre ensemble. Si on arrête, comme au fond cette exposition nous invite à faire, de penser que les hommes, l'humain, l'artificiel, la culture, l'art habitent une matière différente de ce qu'on appelle nature, mais peut-être dans l'enseignement, dans les discours, plein de discours qui sont tenus vraiment gardés comme totalement différents, qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre, pourraient commencer à dialoguer ensemble. Donc c'est plus de cet ordre-là qui me semble la révolution doit arriver que de la gestion pratique très urgente, au fond très claire de ce qu'il faut faire face à l'anthropocène. Ce n'est pas non plus, il faut arrêter de produire autant, il faut arrêter de produire autant de dioxyde de carbone. Ce n'est pas très très compliqué. Les problèmes, c'est plus le regard et l'ensemble d'idées, de discours qui gèrent aussi notre existence. Et de ce point de vue, je pense que cette expo et l'ensemble des œuvres en général, on parlait de cet ouvrage autour des termitières, c'est magnifique au fond. Là, c'est quelque chose qui vous dit immédiatement, ben, l'art n'est pas fait que par les humains. C'est à la lettre des œuvres d'art produites par des termites. En fait. Donc, du coup, voilà, il y a plein de choses qui doivent être redessinées. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Bonjour. Est-ce que c'est pas, de façon peut-être un peu simpliste, mais cette même opposition qu'il y a entre une vision chrétienne d'un côté qui oppose nature et culture et une vision plus bouddhiste qui est plus inclusive? Est-ce qu'on n'a pas aussi cette même approche chez Duchamp, par exemple, ou chez les nouveaux réalistes, avec en particulier la façon de relier dans le nouveau réalisme comment Pierre Estany a fait aussi cette relation entre la relation entre les sauvages dans la nature amazonienne, par exemple, et l'homme industriel et l'artiste dans
dans la société industrielle. Et il y a beaucoup de questions dans votre question. Je ne sais pas si j'arrive à répondre à toutes. Alors, il y a sûrement un poids du christianisme, mais pas que. Mais ce qui est intéressant, c'est, en fait, si on regarde les premiers... en fait, l'un des dogmes fondamentaux du christianisme est la résurrection de corps. Non, cette idée que on va tous mourir, mais les justes vont ressusciter. Ben, les justes et les non-justes, tout le monde va ressusciter. Les uns vont au paradis, les autres vont à l'enfer. Mais ils vont ressusciter, c'est-à-dire ils vont reprendre le même corps que chacun a eu. Et il va reprendre ce corps comme il était à l'âge de déploiement, de déploiement maximal de votre corps, c'est-à-dire entre 25 et 33 ans. Donc chacun de vous, une fois mort, une fois que l'histoire sera finie, va se réincarner dans les corps que vous avez eu, ou vous auriez à 33 ans. C'est une idée dingue, incroyable, mais le grand ennemi des théologiens chrétiens était la réincarnation. Pourquoi ? Parce que de fait, c'est une théorie de la réincarnation, parce on te dit, ben, tu vas te réincarner, sauf qu'on se réincarne juste une fois, pas de milliers, et on se réincarne tout d'abord dans un corps qui doit être absolument humain, et pas le corps d'un chien, le corps d'un chat, d'une coccinelle, d'un arbre, et les corps, les tiens en fait, les corps qui ont été traversés par l'expérience. Donc, de ce point de vue, on comprend d'un côté que le dogme ou le mythe de la résurrection des corps est un mythe assez rationnel et assez intéressant. C'est le mythe qui permet de fonder, au fond, l'identité absolument humaine et absolument personnelle de chacun de nous. En fait. C'est une manière de fonder par un récit le fait qu'il y a un lien essentiel entre moi et mon humanité et entre moi et l'expérience qui me traverse ou qui m'a traversé. Alors que dans un contexte où on s'est dit mais non, on continue à se réincarner, ou comme j'ai essayé de faire à chaque moment qu'on mange, on change des chairs, on change. En fait, la relation qui nous lie à notre espèce d'un côté et à notre expérience est beaucoup plus faible. Donc oui, de ce point de vue, il y a une empreinte chrétienne qui continue à peser, non seulement dans l'idée d'écologie ou dans l'idée d'économie, comme souvent on les répète, enfin, de Weber jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Gamel, mais aussi dans cette opposition absolue qu'il y aurait entre l'homme et de l'autre côté les autres humains. D'ailleurs, je veux dire, à chaque fois qu'on dit oui, mais l'homme est différent, oui, mais l'homme, on continue à répéter l'idée que l'homme serait l'objet d'une création séparée, en fait, qu'on crée les autres, et après, il y a, hop, quelque chose que l'émergence de l'homme est quelque chose de différent que l'émergence de la coccinelle. Donc oui, mais pas que, parce que voilà, ce n'est pas que du christianisme, il y a d'autres cultures qui ont eu les mêmes problèmes, d'autres contextes culturels. Après, la deuxième partie, c'était sur les réalismes spéculatifs. C'est plus compliqué. Tout d'abord, moi, je ne crois pas à l'unité philosophique, théorique, conceptuelle de ce mouvement. On a mis, pour des raisons assez mystérieuses, un même nom pour des gens qui disent l'opposé, en fait. Il y a, entre Meyasu, Negarestani et Graham Harman, il n'y a aucune unité théorique réelle. En fait, ils sont des philosophes très différents, qui disent des choses très différentes, mais qui sont réunis autour de ce slogan qui est relativement, ou Marcus Gabriel, relativement vide. Donc, dans le cas de Reza, oui, il y a des choses qu'il dit qui sont très très intéressantes, mais je veux dire, Meyasu ne parle jamais des natures. Il reste extrêmement anthropocentrique, et ce n'est pas un hasard. Dans sa thèse de doctorat, vous savez, il y a toute une partie sublime, magnifique, qui essaie de justifier la résurrection de mort, en fait. Au fond, on pourrait même dire que d'un point de vue philologique, tout ce qui a été publié jusqu'à là doit rendre possible de penser la résurrection de mort comme une contingence possible, pas comme une nécessité dans le christianisme, mais comme une contingence possible. Donc dans ces cas-là, non, en fait, on reste plutôt dans cet autre ordre assez classique, où la nature a très peu, où
où la nature, où les non-humains a très très peu de place. Je ne sais pas si j'ai répondu. La deuxième partie, je crois qu'il y a une confusion. Moi, j'ai parlé du nouveau réalisme, en fait. Du nouveau réalisme et de... Oui. Mais les nouveaux réalismes, c'est un... C'est un... Pardon? C'est la le même même chose. terme. Ouais. Ah, d'accord. On appelle speculative réalisme au début, maintenant on l'appelle nouveau réalisme, mais ce sont les mêmes personnages. Marcus Gabriel en Italie, Ferraris, Tristan Garcia, Kentan Miyasu, Negarestani, Graham Harman et Ian Hamilton Grant. Donc c'est 6-7 personnes, mais qui disent vraiment chacun les contraires et l'opposé de l'autre. Donc, j'ai vraiment du mal à me positionner face au mouvement en tant que tel. Je peux commenter la position de l'un et de l'autre, mais je trouve que, en général, je ne trouve pas qu'il y ait véritablement une grande révolution par rapport à cet ordre de questions. J'ai l'impression qu'ils reviennent à des positions relativement classiques et ordinaires. Mais après, il faut articuler en fonction de chaque penseur. Bon, merci beaucoup. Merci.